Bienvenue dans ce deuxième épisode de la pauvreté. Je vous rappelle le concept, on va opposer deux mangas qui pour une raison ou une autre ont un point commun. Par exemple, dans le premier épisode, c'était la thématique de l'alpinisme. Le but n'est pas de vous dire lequel des deux je préfère, mais lequel vous devez lire selon vos attentes et vos préférences. Mais là, vous vous demandez pourquoi choisir, étant donné que choisir, c'est renoncer. Eh bien, tout simplement parce que ce concept s'adresse au petit budget. D'où le nom du format, t'as capté? Donc, évidemment, si le porte-monnaie est bien rempli, n'hésitez pas à lire les deux mangas si les deux vous attirent. Donc, oui, infirmiers, infirmières, cette vidéo vous est aussi adressée, car aussi utile et primordial soient vos emplois, on peut dire que vous vous faites bien flouer, n'est-ce pas? La vidéo du jour va opposer deux piliers du manga de science-fiction, le duel sera entre Akira et Blame. Allez, c'est parti. 5 mots y étaient imprimés. Information insuffisante pour réponse significative. L'autre raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce duel, excluant ainsi l'autre mastodonte du manga de science-fiction, j'ai nommé Gunm, c'est parce que les deux œuvres qui concernent cette vidéo ont un autre énorme point commun. Ils sont tous deux publiés par Glénat dans des formats deluxe, tous deux composés de 6 tomes et tous deux avec le même prix par tome, soit 14,95 €. Ce qui fait l'intégrale à 89,70 €. Et ça c'est beau, parce que ainsi, le prix ne sera pas un argument dans cette conversation pour savoir par lequel des deux commencer. Petite précision, tandis que dans Blame, on retrouve le découpage classique en chapitres, qui sont renommés log pour l'occasion, dans cette édition d'Akira, ceux-ci ont disparu et laissent place à un récit en continu. Donc, il faudra se munir de votre meilleur marque-page si vous n'avez pas le cardio nécessaire pour boucler les 400 pages d'un tome en une session. Akira est écrit et dessiné par le célébrissime Katsuhiro Otomo entre 1982 et 1990, aboutissant à la création de 14 volumes. Cette période de publication a connu une interruption le temps de la réalisation du tout aussi connu film qui se base sur le manga éponyme. Film d'animation le plus cher de l'histoire au moment de sa sortie. Pour sa part, Blame est écrit et dessiné par Tsutomu Nihei. Ce qui aura d'abord été en 1995 une nouvelle de quelques pages qui lui aura permis de gagner un concours pour lancer sa carrière de mangaka, s'est finalement transformé en une sérialisation à partir de 1997 et qui se composera à son terme de 10 tomes. Et le manga a lui aussi été adapté en film en 2017. Vu que j'adore les anecdotes, en voici une sur chaque auteur. Katsuhiro Otomo, à l'instar de son idole Osamu Tezuka, est quelqu'un qui a révolutionné à la fois le manga par son style de dessin réaliste qui dénote avec ce qui se faisait à l'époque et l'animation grâce à son film qui a permis à la Japanimation de s'imposer à travers le monde. Mais la révolution portée par l'auteur fut aussi éditoriale. Au moment où il commence à travailler sur la publication de Highway Star en 1979, qui est un recueil d'histoires courtes, il est gêné par le format B6 lors de la création de la couverture. Il souhaitait travailler sur du A5, donc un format plus grand, mais les étagères des librairies de l'époque ne pouvaient pas accueillir ce format. Otomo avait alors dit que si tout le monde jouait le jeu, alors les librairies n'auraient pas d'autre choix que de s'y plier. Et c'est ainsi qu'il finit par faire imposer le format A5. Pour sa part, Tsutomu Nihei s'est lancé dans le manga parce qu'il pensait pouvoir se faire énormément d'argent à une époque où l'industrie de la bande dessinée japonaise tournait à plein régime. Mais comme Blame est publié dans l'Afternoon Four Seasons, un magazine qui ne sort que 4 fois par an, l'argent se fait rare et il cherche alors à contracter un prêt qui va lui être refusé parce qu'il est mangaka. Ironie du sort quand tu nous tiens. Si vous souhaitez plus d'anecdotes sur le monsieur, j'ai réalisé une mangaka anecdote sur lui que je vous invite à aller voir. Je suis le seul robot libre, le seul robot dans mon genre. Et il n'y en aura jamais d'autre. 2019, Neo Tokyo est devenue une gigantesque poubelle high-tech. Elle est bâtie sur l'ancien Tokyo qui a disparu en 1982 après une explosion mystérieuse qui fut le point de départ de la Troisième Guerre mondiale. Tetsuo, Kaneda et leur bande de jeunes du centre d'insertion et d'apprentissage professionnel foncent dans la nuit sur des motos sans autre but que de repousser toujours plus loin les limites de vitesse à la recherche de sensations fortes. C'est là l'échappatoire de cette jeunesse qui se sent abandonnée. Quand ils croisent, lors d'une escapade nocturne, un drôle de petit garçon au visage de vieillard en plein milieu de la route,
Tetsuo roule à pleine vitesse et lui fonce dessus avant de finalement voir sa moto partir en fumée. Le jeune homme semble s'être protégé de Tetsuo et de son engin grâce à un étrange moyen de défense, des pouvoirs psychiques. Ils viennent de faire connaissance avec le numéro 26 et de franchir, sans s'en rendre compte, la première étape d'un processus qui va réveiller l'arme ultime, Akira. Dans Blame, nous allons suivre les aventures de Kili, un cyborg enquêteur qui agit pour le bureau gouvernemental. Il parle peu et a pour compagnon de voyage un pistolet surpuissant. Évoluant dans une méga structure dont les dimensions dépassent l'entendement humain, ou par exemple se rendre d'un point A à un point B par ascenseur peut prendre 800 heures. Notre protagoniste vagabonde dans les différents niveaux de la ville géante, cherchant méticuleusement un gène d'accès réseau issu d'un porteur sain. Pourquoi? Il faudra lire le manga pour le savoir. Mais sa quête va être difficile, tant par l'ampleur du monde où il évolue, que la nature hostile des rencontres que ce monde lui offre. La violence, rétorqua aussitôt Hardin, est le dernier refuge de l'incompétence. Nous voilà dans la partie de la vidéo décisive, là où va se jouer le reste de votre vie. Oui, bon, j'en fais peut-être un peu trop, mais en gros, c'est le moment où je vous explique à quoi vous attendre pour chaque manga et donc vers lequel vous tournez selon vos envies et vos préférences. En dignes œuvres de science-fiction, celles-ci prennent place dans un monde construit selon les envies des auteurs pour leur permettre de transmettre le message voulu, si tant est qu'il y en ait un. En effet, Tsutomu Nihei a expliqué qu'au début de sa carrière, il faisait du manga de façon égoïste, c'est-à-dire pour lui et non pour les lecteurs. Il veut créer des univers dans lesquels il peut se perdre en pensée. Et les clés de compréhension de ce qui est le fruit de son imagination, il ne nous les offre pas, ou du moins tout juste ce qu'il faut pour qu'on ne soit pas totalement perdu. Le monde bâti du bout de son crayon, c'est à nous de chercher à quoi il correspond, ce qu'il raconte, et ceci passe essentiellement par le dessin, mais aussi par quelques bribes de conversation lâchées par-ci par-là. La première phrase de l'œuvre définit bien notre état de perdition face à notre lecture, car on peut y lire « peut-être dans le futur, peut-être sur Terre ». Sans vrai message clair de la part du mangaka, son œuvre est avant tout une invitation au voyage à travers l'aventure de Kili. Il nous emmène à nous questionner sur la mégastructure, il nous montre les différents peuples qui y vivent, l'immensité de ses couloirs, les vastes étages qui font des kilomètres et des kilomètres. Fort de son passé dans le milieu de l'architecture, Nihei offre des décors à couper le souffle, où le ridiculement grand nous est clairement exposé face à la petitesse des personnages. De l'autre côté, le monde dans lequel évolue l'histoire d'Akira est daté et situé, autrement dit, en 2019 à Neo-Tokyo. Lorsqu'en 1982, les éditeurs d'Otomo, Kodansha, lui demandent d'écrire une œuvre de science-fiction, il va prendre en premier lieu comme inspiration le manga Tetsujin 28 Go, célèbre histoire de mecha de Mitsuteru Yokoyama, car pionnière du genre. Bien qu'il finisse par s'en détourner, tout en lui rendant hommage par de multiples références, il conserve tout de même le thème de cette œuvre dans les grandes lignes, c'est-à-dire une arme secrète conçue par les militaires et réexpérimentée par la suite. Mais les plus perspicaces d'entre vous, ou les plus vieux, auront constaté le rapprochement fait avec le film Blade Runner. Le début de l'histoire prend place en 1982 comme l'année de sortie du film, quelques mois avant le début de la publication du manga, et se poursuit en 2019 comme les aventures de Rick Deckard dans le célèbre film de Ridley Scott. Pour l'anecdote, Blade Runner est l'œuvre de science-fiction préférée de Tsutomu Nihei. Mais le rapprochement entre le film et Akira ne s'arrête pas à une histoire de date, mais aussi au monde dans lequel évoluent les personnages. Univers cyberpunk où se rencontrent l'ultra-moderne au niveau technologique et un peuple en perdition abandonné par les hautes instances. Les personnages principaux de ces deux œuvres, en la personne de Kaneda et de Kili, sont les incarnations des produits des mondes dans lesquels ils évoluent. Kaneda, en réponse à l'ennui ambiant, cherche à tromper celui-ci en étant un homme d'action, qui laisse s'exprimer ses muscles avant tout le reste. Et quand ceux qui sont supposés vous gouverner vous délaissent, seule la solidarité de groupe vous permet de survivre. Et c'est pour cette raison que Kaneda a un sens profond de l'amitié, prêt à tout pour ceux qui représentent tout ce qu'il possède. Pour sa part, Kili est un taciturne qui marche. En même temps, quand il faut faire plusieurs centaines de kilomètres à pied pour simplement traverser un couloir, il n'y a pas trop le choix.
là t'as intérêt à avoir des bonnes pompes, sinon t'es mal les ampoules de fou furieux que tu te tapes. Mais enfin bref. À l'instar de Kaneda, il est lui aussi un homme d'action, car dans l'univers de Blame, la majorité des rencontres que fait Kili lui sont hostiles. Il n'y a ni pitié, ni prisonnier. Comme vous l'avez donc probablement compris, nous avons là affaire à deux mangas de science-fiction d'action, comme la majorité des œuvres de science-fiction quand elles s'éloignent du médium des romans. Mais ça, c'est un autre débat. Tandis que les mystères autour d'Akira se défont petit à petit pour révéler ses secrets, dans Blame, les informations pour comprendre la quête du personnage principal et l'univers dans lequel il évolue sont aussi rares qu'un cheveu sur le crâne de Fabien Barthez. Il n'y a pas grand chose. Vous pourriez avoir 3 doctorats et être prix Nobel de physique que vous n'auriez tout de même pas vraiment tout compris à cette œuvre. Pour ceux qui aiment tout savoir, tout comprendre, ce sera extrêmement frustrant. Mais pour ceux qui savent accepter ces zones d'ombre, ou plutôt qu'il n'y a que quelques petites éclaircies, alors ce sera un voyage grandiose, vertigineux et mystérieux. Nihei vous laisse la place de rêver, d'imaginer. Mais ce n'est pas pour autant que ce monde est dépourvu de règles, d'instances et de logique. Ainsi, pour ceux qui souhaitent avoir des clés de compréhension qui vous seront utiles pour votre lecture, il y aura une séquence en fin de vidéo qui vous explique l'univers sans spoiler. Vous pouvez la consulter avant ou après la lecture des 6 tomes, selon la façon dont vous souhaitez découvrir l'œuvre. Cette absence d'information dans Blame se manifeste par une densité de dialogue très faible. Ainsi, la lecture se compose principalement de dessins de décors, de rencontres de différents peuples et de scènes d'action. Les tomes se lisent vite tout en s'appréciant. Pour Akira, on est sur un manga plutôt bavard, étant donné qu'Otomo met en scène une panoplie de personnages pivots importants, et qu'il prend le temps de caractériser chacun d'entre eux à travers des scènes qui nous montrent leur tempérament dans le feu de l'action, mais aussi à travers des séquences qui montrent leur façon d'interagir avec autrui. En définitive, si ce que vous recherchez est un manga de science-fiction qui se déroule dans un univers à la Blade Runner, avec de l'action, divers personnages bien caractérisés, avec une intrigue claire qui se développe durant votre lecture, tournez-vous assurément vers Akira. Si vous aimez les œuvres contemplatives dans un univers totalement propre à l'auteur, fait d'escaliers, de tuyaux, d'immeubles vertigineux, le tout entrecoupé par la rencontre avec une faune biologique et mécanique dans cette méga structure, et pas mal de scènes d'action, alors il faut se tourner vers Blame. Mais il ne faudra pas avoir peur d'y perdre votre esprit à essayer de comprendre ce qu'il se passe. Ce que vous propose cette œuvre est unique, et simplement pour ça, elle en vaut le détour. Attention, je rajoute une information. L'édition Deluxe de Blame se compose de 6 tomes, mais en début d'année est sorti Noise sous le nom de Blame 0, et à raison, étant donné que c'est un préquel de Blame. Il vous fournira beaucoup d'informations sur l'univers dans lequel évoluent nos personnages. Je vous invite donc à le lire. Pour ceux qui veulent vivre l'aventure à fond, il faudra donc le lire après Blame. Mais pour ceux qui savent qu'ils seront frustrés par l'absence de réponse, vous pouvez le lire avant. Vous avez donc désormais toutes les informations à votre portée, et maintenant la décision vous revient. Laissez-moi savoir en commentaire par lequel vous commencerez. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur l'univers de Blame, on se retrouve juste après, et les autres, je vous dis à la prochaine. Souvent les gens prennent leurs propres lacunes pour celles de la société qui les entoure, et qu'alors ils cherchent à réformer la dite société parce qu'ils sont incapables de se réformer eux-mêmes. Si vous regardez cette partie, c'est que vous souhaitez en savoir plus sur l'univers de Blame. Je commence par dire que ce ne sera pas une revue exhaustive de ce monde, et que des erreurs peuvent s'y glisser car je ne suis pas un spécialiste. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'univers de Blame dans l'artbook de l'auteur qui s'appelle Blame and So On. La méga structure dans laquelle évolue Kili, qui semble infinie, est en réalité limitée. Mais si les distances sont d'une telle importance, c'est parce que cette ville géante est en réalité une sphère, ou quelque chose qui s'en rapproche, et qui a le diamètre d'un espace qui s'étend du Soleil à Jupiter. Dans l'œuvre, le protagoniste est à la recherche d'un gène d'accès réseau d'un porteur sain, car le bureau gouvernemental souhaite pouvoir rétablir la connexion avec la Netsphère. Je m'explique. Dans des temps lointains, les humains pouvaient subir des implants qui leur permettaient d'être connectés à la ville et d'avoir accès à cette Netsphère. Mais au fil du temps, à cause des catastrophes et des mutations génétiques, cette capacité s'est étiolée avant de disparaître. Ainsi, plus personne n'a accès à la Netsphère. Seule la réalité, qui porte le nom de réalité basale, leur est accessible. Un des problèmes engendrés par cette incapacité à interagir avec la ville est la perte de pouvoir sur les bâtisseurs.
Au fil de votre lecture, vous rencontrerez, ou vous avez rencontré, ces machines énormes qui construisent encore et encore, ce qui a pour conséquence d'agrandir toujours plus la mégastructure. Dans cette histoire, vous rencontrerez différents types de personnages. Alors faisons un rapide tour des factions et ensuite vous aurez à votre disposition les clés de cet univers. Tout d'abord, il y a le bureau gouvernemental qui est une branche de ceux qui étaient auparavant au pouvoir. Leur mission est de protéger la Netsphère. On retrouve dans leur rang les cyborgs comme Kili qui ont des niveaux allant de 1 à 9, 9 étant la version la plus puissante des agents, Kili étant lui un agent de niveau 6. Ceux-ci sont dotés d'une capacité de réflexion. De l'autre côté, il y a les contre-sauvegardes qui sont des robots dénués de réflexion et qui ne cherchent qu'à défendre la mégastructure. Auparavant contrôlables, ils sont désormais hors de contrôle en absence de mainmise sur la Netsphère. Puis il y a les humains, ou du moins les espèces dérivées d'humains qui tentent de survivre comme ils peuvent dans ce monde qui ne leur veut pas de bien. Et pour conclure, il y a les siliciés. De leur côté, ils veulent tuer tous les humains pour s'assurer que les agents ne retrouvent jamais de gènes d'accès réseau leur permettant d'arriver au bout de leurs objectifs. La raison de ceci est que les siliciés sont des gens qui, à travers des expériences illégales et en volant la technologie qui a permis de créer des agents comme Kili, ont réussi à incorporer leur conscience dans des corps faits en silicium. L'impossible connexion à la Netsphère leur permet donc de vivre en sécurité en dehors des représailles face à leurs actes. Voilà, maintenant que vous avez une idée des acteurs et du fonctionnement de ce monde, bonne lecture ou relecture.